Vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir vos produits bio en pleine connaissance de cause. Je vous emmène maintenant dans un coin de campagne vendéenne où des milliers d'animaux sauvages vivent au cœur même des cultures. Certaines espèces y attaquent les plantes et sont le plus souvent combattues à grand renfort de produits chimiques de synthèse. Mais ces produits tuent aussi sans distinction des milliers d'autres animaux innocents. Heureusement, ici et là, des exploitations bio permettent à la faune de se diversifier sans que les plantes n'en souffrent, au contraire. Dans ces cultures sans pesticides, la faune sauvage favorise même la bonne santé des plantes cultivées tout en combattant la pollution des aliments et de l'environnement. Après ce documentaire, vous ne regarderez plus du même œil les pucerons, coccinelles, souris des moissons et mulots. Voici Le Petit Peuple des Champs, un documentaire signé Jean-Yves Collet et Christophe Lemire. Je vous retrouve juste après avec mes invités, adeptes convaincus de l'écologie et de la biodiversité. À tout à l'heure. Même s'il n'en paraît rien, ce coin de campagne vendéenne est un haut lieu d'enjeux et de stratégie. De terribles guerres s'y livrent quotidiennement. Les acteurs de ces péripéties ne sont pas les êtres humains. Ce sont les milliers d'animaux sauvages de toute taille qui vivent au cœur des cultures où ils sont rarement les bienvenus. Pensez donc, certains animaux considèrent les champs comme des restaurants à ciel ouvert. On peut les comprendre. Les plantes cultivées sont nettement plus riches en nutriments que les variétés sauvages. Mais de la gourmandise au ravage d'une récolte, il n'y a qu'un pas. D'où les difficultés relationnelles qu'ils entretiennent avec les agriculteurs. C'est dans les plaines céréalières à l'ouest de ce coin de campagne que les relations sont les plus tendues. Ici, les ravageurs des cultures sont combattus à grand renfort de produits chimiques de synthèse. Pour les animaux sauvages, c'est le pire des scénarios. Car l'arme chimique ne tue pas seulement les ennemis des plantes, mais aussi des milliers d'animaux innocents, y compris les amis des cultures. À commencer par les butineurs, qui pollinisent les fleurs et favorisent la production de fruits et de graines. Ou encore les centaines d'animaux qui mangent les ennemis des cultures et protègent donc les plantes. Heureusement, dans les collines de l'Est, certaines cultures ne connaissent pas la chimie. Pour les animaux, ces champs-là sont le paradis sur Terre. Ils peuvent s'y reproduire et se diversifier presque comme dans un milieu sauvage. Les espèces animales nombreuses et variées se combattent entre elles et équilibrent leurs populations respectives. Les ennemis des plantes n'échappant pas à cette règle, ces cultures sans chimie sont naturellement protégées. Et si un ravageur parvient quand même à menacer une récolte, rien n'empêche de dépêcher sur zone une armée d'animaux combattants, élevés et missionnés pour le détruire. Qu'ils soient amis ou ennemis des plantes, qu'ils soient en guerre entre eux ou avec les humains, les animaux sauvages vivent ici, cachés au cœur des champs, des dizaines d'aventures extraordinaires. Ce matin-là, deux apiculteurs effectuent une visite d'inspection de leur petit rucher en sous-bois. Leurs 22 ruches semblent en pleine forme. Chaque minute, des centaines d'ouvrières rentrent à la maison, porteuses de pollen et de nectar, à destination des autres membres de leur colonie. Mais soudain, devant l'une des ruches, les apiculteurs découvrent un cimetière d'ouvrières.
Son entrée ressemble à un aéroport désaffecté. Et l'intérieur est quasi abandonné. Impossible pourtant de déceler le moindre signe de maladie. Il ne peut s'agir que d'une intoxication aux insecticides. Cette fois, l'origine du mal se situe à 800 mètres du rucher. Dans cette immense pommeraie industrielle, le nombre de chenilles arpenteuses qui courent sur les branches pour aller dévorer les bourgeons et les feuilles menace la santé des pommiers. En conséquence, tôt ce matin, le directeur des cultures a décidé de lancer un traitement à grande échelle, même si les épandages d'insecticides chimiques sont interdits pendant la floraison. Le problème est que les insecticides ne tuent pas que les ennemis des pommiers. Ils représentent un danger mortel pour des centaines d'animaux inoffensifs, y compris des amis des pommiers, comme les abeilles. Pendant 3 heures, les tracteurs déversent sur le verger un mélange de 2 insecticides, un neurotoxique qui tue les insectes en les paralysant et un bloqueur de mue destiné à empêcher leurs larves de se transformer en adultes. Conséquence, les butineuses avalent autant de nectar que de poison et transportent à leur ruche des pelotes de pollen chargées d'insecticides. Sous l'effet du poison neurotoxique, de nombreuses ouvrières ne parviennent même pas à rejoindre leur ruche et meurent en cours de route. D'autres trépassent à l'intérieur de la ruche et sont exfiltrées les unes après les autres par leurs consoeurs. Le cimetière grossit d'heure en heure. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. À l'intérieur, le pollen toxique participe à l'alimentation des larves dans leurs alvéoles de cire. C'est là qu'intervient sournoisement le bloqueur de mue, le second insecticide du mélange. Intoxiquées par le pollen, de nombreuses larves ne parviennent pas à se transformer en nymphes et ne deviendront jamais des ouvrières. Les quelques nymphes qui parviennent à se former présentent des anomalies mortelles, notamment au niveau des yeux. Les nymphes mortes, intoxiquées, viennent à leur tour enrichir le cimetière. Afin d'obtenir des rendements maximum et des pommes immaculées, la pommeraie industrielle subit des records de traitement. Plus de 30 épandages chimiques par an. Chaque année, 2 ou 3 colonies du rucher en sous-bois en font les frais. Dans ce verger bio, où se côtoient pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers,
l'absence de traitement chimique autorise une faune digne d'une petite jungle. Tout juste l'inverse de la pommeraie industrielle. Les abeilles qui viennent se nourrir de pollen et de nectar, tout en fertilisant les fleurs, ne risquent aucune mauvaise surprise. Mais tous les animaux présents ne sont pas bienveillants. Sur les pommiers, les pucerons commencent à se multiplier. S'ils deviennent trop nombreux, ces petits suceurs de sève finiront par affaiblir l'arbre et la récolte en pâtira. Heureusement, des dizaines d'agents anti-pucerons naturellement présents régulent avec gourmandise leur prolifération. En ce moment, le seul danger réel qui pèse sur les pommiers, ce sont ces cousins de Pinocchio qui paradent au bout des branches, de préférence à proximité des toupets de fleurs. Ces petits insectes s'appellent anthonomes et appartiennent à la tribu des charançons. Malgré leur aspect débonnaire, ils peuvent être redoutables. Les anthonomes du pommier vouent une passion pour le forage des fleurs quand elles sont encore en bouton, histoire d'aspirer le nectar sucré qu'elles contiennent. Mais cette gourmandise n'endommage pas la future fleur au point de nuire à la production de pommes. Le réel danger des anthonomes provient des femelles. Les mâles, eux, ne pensent qu'au sexe. La nature est bien faite. Leurs compagnes sont consentantes en permanence et continuent leurs activités en cours sans se soucier de ce qui se passe sur leur dos. Même lorsque leur succès dépasse les quotas autorisés par la nature. Mais trêve de frivolité. C'est bien pour surveiller les anthonomes de ces pommiers que l'agricultrice des lieux rend ce matin visite à son verger. Ses premières observations lui confirment qu'elle a bien fait de venir. De nombreux boutons de fleurs ont été stoppés dans leur développement et ressemblent à des clous de girofle. La faute aux anthonomes femelles, qui sont déjà passées à la phase dangereuse de leurs activités. Elles pondent leurs œufs dans les fleurs en bouton. Les larves qui en éclosent quelques jours plus tard les dévorent de l'intérieur. Pour en savoir plus sur le danger réel des anthonomes, l'arboricultrice s'apprête à effectuer un étrange rituel à l'aide d'un drap et d'un bâton. La technique s'appelle le frappage. Elle sert à évaluer le nombre d'anthonomes qui trottent sur les branches. Le diagnostic est plutôt rassurant. Les petits Pinocchio sont bien présents, mais leur nombre n'est pas excessif par rapport à la quantité de fleurs. Cette année, aucune action anti-anthonome ne sera menée dans ce verger. Mieux encore, les insectes au long nez sont même utiles à la gestion de la future récolte, car la destruction ici et là de fleurs en bouton limite naturellement le surnombre de pommes, qu'il aurait fallu éclaircir manuellement. Moralité, avant d'effectuer une quelconque action anti-ravageur, il faut toujours évaluer le danger réel qu'il représente. À moins d'1 kilomètre de là, ce champ bio de céréales est également un paradis pour butineurs. Tout d'abord,
Il est entouré de haies et de prairies emplies de fleurs sauvages et n'est jamais traité aux insecticides. Ensuite, la parcelle, qui ne connaît pas le moindre herbicide, est truffée de fleurs sauvages qui accueillent et nourrissent des centaines d'insectes. Enfin, ce champ possède un secret que seuls les initiés sont capables de déceler. Le cultivateur a planté sa céréale à part égale avec 2 légumineuses, du pois et de la féverolle, qui tous deux possèdent des fleurs à nectar. Pour défendre son champ contre les attaques d'animaux amateurs de plantes, l'agriculteur bio fait simplement confiance au principe d'équilibre de la nature. Son mélange de plantes apporte à son champ une faune extraordinairement variée, qui compte bien des ennemis des cultures, mais également des centaines d'agents spéciaux qui vont s'empresser de les dévorer. Preuve définitive de la richesse naturelle du lieu, la présence d'un animal extraordinaire, la souris des moissons, le plus petit rongeur d'Europe. L'expansion des grandes cultures dénuées de tout refuge naturel les a petit à petit éliminées de nos campagnes. En milieu agricole, elles sont considérées comme des sentinelles de la biodiversité. Ces souris ne vivent que là où la nature est suffisamment préservée. Quelques souris ont pénétré à l'intérieur du champ et se régalent de graines de céréales. Leur impact sur la production est dérisoire et leur discrétion est telle que l'agriculteur n'a même pas décelé leur présence. Dans ce champ bio, la production sera au rendez-vous grâce aux bienfaits des animaux anti-ravageurs, les meilleurs amis des cultures. Chaque année, les champs de maïs sont attaqués par un insecte redoutable, la pyrale, un discret papillon de nuit. Les premiers indices de sa présence, ce sont ces plages d'œufs minuscules qui, après 2 semaines de maturation, libèrent des chenilles quasi invisibles à l'œil nu. Ces micro-chenilles vagabondent quelques heures sur la plante, puis pénètrent dans les tiges et n'en ressortent que 2 mois plus tard pour effectuer leur métamorphose. Entre-temps, elles deviennent des foreuses infatigables et fragilisent les tiges de maïs de l'intérieur. Le mâle demeure caché jusqu'à l'automne, où de nombreuses tiges finissent par casser, compromettant la récolte des épis tombés au sol. La première technique de lutte antipyrale, de loin la plus répandue, c'est la guerre chimique. L'inconvénient majeur de cette technique, c'est qu'elle tue sans discernement tout insecte aspergé et transforme le champ en désert de vie animale.
Dans un champ voisin, la pyrale ne reçoit pas d'insecticides, mais s'apprête à subir l'assaut d'une armée composée de milliers d'insectes tueurs. Le transport des insectes combattants est assuré par un drone rempli de capsules blanches de 2 cm de diamètre dans lesquelles sont enfermés les soldats miniatures. Ils appartiennent tous au bataillon des guêpes parasitoïdes et portent le nom de trichogrammes. Aucune partie du champ ne doit être abandonnée à l'ennemi. Le drone est programmé pour larguer une capsule tous les 10 mètres. Une fois sur le sol, les soldats trichogrammes quittent les capsules par vagues successives et partent à l'assaut de la jungle de maïs. Leur mission, les œufs de pyrale. Les trichogrammes femelles ne pondent leurs œufs qu'à l'intérieur de ceux des pyrales. Leur progéniture s'y développera, tuant dans l'œuf toute future chenille mangeuse de maïs. Un trichogramme peut anéantir plus de 60 œufs de pyrale. Il faut faire 2 km pour rejoindre une 3e parcelle de maïs très originale. La pyrale est bien présente dans le champ, mais ce jeune agriculteur bio ne se situe dans aucune logique de traitement, pas même de lutte naturelle avec des insectes assistants des cultures comme les trichogrammes. Il mise tout sur la qualité du sol et l'endurance de la variété ancienne de maïs qu'il a plantée. Les tiges de son maïs sont épaisses et résistantes et ne cassent pas aussi facilement que celles des variétés sélectionnées pour leur productivité. L'un des avantages de ce champ, c'est la faune exceptionnelle qu'il accueille, grâce à l'absence de tout insecticide chimique. Au printemps, les abeilles sont omniprésentes, car ce maïs ancien fournit aux butineuses 10 fois plus de pollen que les variétés récentes. Impossible pour l'instant de comparer nos 3 champs quant aux dommages causés par les chenilles de pyrale. Pour compter les tiges cassées, il faudra revenir dans 2 mois, quand les plants de maïs seront à maturité. Ce charmant rongeur des champs débute tout juste une petite excursion gourmande. La vie est belle, il y a de la nourriture partout. Le petit gourmand ne casse la graine à l'extérieur qu'en cas de grosse fringale. On n'est jamais à l'abri d'un prédateur venu du ciel. Le plus souvent, les repas se prennent dans le terrier, à l'abri de toute attaque. Ce petit animal, qui n'est autre qu'un campagnol, est redouté des agriculteurs. Il se reproduit à une vitesse ahurissante.
Ce printemps, les campagnols ont tellement proliféré sur le flanc ouest de ce grand champ de blé qu'une bonne partie de la récolte y est compromise. Bien qu'il soit trop tard pour renverser la vapeur, l'agriculteur du blé profite d'un moment de libre pour tenter de faire diminuer le nombre de gloutons à l'aide de graines empoisonnées. Grâce à son fusil à grains, les appâts, imprégnés d'anticoagulants chimiques, sont introduits à l'intérieur même des terriers. Le cultivateur sait que les graines empoisonnées ne doivent jamais apparaître à découvert. Chaque appât qui demeure à l'air libre est un danger pour tout oiseau amateur de graines. Et depuis les prairies voisines, ils sont nombreux à venir picorer dans le champ. On y croise des perdrix, des Eudicnem criards et même un couple d'outardes canepetières, une espèce menacée d'extinction. Tous sont désormais en danger. Il existe pourtant une manière naturelle de combattre les campagnols. Elle consiste à favoriser la présence des rapaces, qui sont terriblement efficaces. Il y a bien un couple de chouettes chevêches qui vit dans le noyer qui jouxte le champ. Ou encore une famille de faucons cresserelles dans le pigeonnier voisin. Chaque couple de ces rapaces consomme plusieurs centaines de campagnols par saison de reproduction, ce qui est considérable. Mais ils ne sont définitivement pas assez nombreux pour limiter efficacement les populations de campagnols dans cette immense parcelle de 30 hectares. De plus, pour favoriser la présence de rapaces, les graines empoisonnées doivent être définitivement proscrites. Elles représentent un danger mortel pour tous les animaux mangeurs de campagnols. Les cadavres des campagnols intoxiqués sont eux-mêmes empoisonnés et peuvent tuer tout animal qui en ferait son repas. Mais tout cela, l'agriculteur ne le sait pas. Ce qu'il ne sait pas non plus, c'est qu'à l'extrémité nord de son champ, deux couples de busards cendrés, des petits rapaces très efficaces contre les campagnols, sont en train de nicher au cœur même du blé. Dans 2 semaines, des membres de la Ligue de protection des oiseaux de Vendée viendront effectuer une opération de sauvetage spectaculaire. D'avril à octobre, cette serre bio est toujours ouverte aux 4 vents. Le toit de plastique permet d'augmenter la température des lieux et donc la saison de production. Il ne sert pas à isoler les légumes d'éventuels ravageurs en provenance de l'extérieur. Ici, les animaux sont les bienvenus.
Il suffit de se promener dans l'allée des aubergines pour en être convaincu. On se croirait dans un zoo en miniature. Des centaines d'insectes sirotent du miela à la surface des feuilles, autrement dit, les déjections de milliers de pucerons qui aspirent la sève des légumes à longueur de journée. Sur la majorité des feuilles, les pucerons ne sont pas suffisamment nombreux pour être dangereux. Seules quelques feuilles, ici et là, sont en mauvais état. Les choses pourraient-elles empirer? Les maraîchers ne s'en inquiètent pas. Partout, des escouades d'agents nettoyeurs les assistent de jour comme de nuit. À commencer par les incontournables coccinelles, entourées de leurs larves qui effectuent un remarquable travail de nettoyage. Mais la serre abrite également des centaines de chrysopes, le nom savant de la demoiselle aux yeux d'or. Au pied d'un plant, l'une d'entre elles est d'ailleurs en train d'émerger de son étui de nymphe. Les demoiselles pondent leurs œufs près des zones à pucerons. Les larves qui en émergent quelques jours plus tard, armées de redoutables mandibules, sont de véritables chars d'assaut anti-pucerons. Dès qu'elles sont en mesure de trotter sur une feuille d'aubergine, leur vie se résume à embrocher du puceron et à le vider de toute substance. 30 prédations par jour ne leur font pas peur. Mais la grande fierté de nos cultivateurs, ce sont ces petits asticots oranges qui gigotent au milieu des suceurs de sève. Ces larves sont les descendants directs de moucherons dénommés Aphidoletes, que les maraîchers ont importés en masse il y a 3 ans et qui se sont définitivement installés dans la serre. Ces petits boudins fluo n'ont pas leur pareil pour empaler du puceron ou des bottées et l'aspirer de l'intérieur. Dans cette serre bio, plus les feuilles d'aubergine ressemblent à des os miniatures, plus les maraîchers sont rassurés. C'est le signe que les brigades protectrices des légumes sont bien là pour les aider face aux ennemis des légumes. Quant aux aubergines, elles sont au rendez-vous et ne sont polluées par aucun produit chimique de synthèse. Sur le flanc nord du champ de blé, les 2 couples de busards cendrés nichés au cœur de la parcelle se sont reproduits. Le premier nid contient 2 poussins de 3 jours et un œuf prêt à éclore. Le second nid abrite 4 poussins de 2 semaines, affamés en permanence. L'arrivée de la mère est toujours un plaisir, car elle annonce un repas. Les busards se reproduisent à même le sol et se sont adaptés aux grandes cultures en nichant au cœur des champs de céréales. Le seul inconvénient d'un champ cultivé, c'est qu'un jour ou l'autre, il est moissonné.
Si les petits ne sont pas en état de voler le jour J, ce qui est très fréquent, ils sont condamnés. Heureusement, les busards cendrés sont protégés au niveau international. Ainsi, ce matin, une équipe de volontaires de la LPO de Vendée, la Ligue de protection des oiseaux, pénètre dans le champ pour préparer le sauvetage des poussins. La femelle busard rapporte un jeune campagnol dans ses serres. Pas de quoi remplir tous les estomacs, disons 2 petits ventres sur 4. Le must, en termes de busard cendré, c'est un campagnol adulte. Un seul spécimen rassasie toute la couvée pendant une demi-journée. Un couple de busards en chasse jusqu'à 600 par saison de reproduction, ce qui fait d'eux de grands protecteurs des cultures. Mais les humains sont tout proches, il est temps de s'enfuir. Le rituel du sauvetage est toujours le même. Il a été rodé des centaines de fois. Tout d'abord, les poussins sont placés dans l'obscurité afin de limiter leur stress au maximum. Le nid est déplacé dans la foulée. Il faut ensuite libérer un espace afin de poser la cage sur le sol, à l'emplacement exact du nid. Détail indispensable si l'on veut que les parents busards reviennent nourrir leurs petits. En tout, 3 mètres carrés de blé sont coupés. Cela représente 50 centimes d'euros de récolte en moins pour l'agriculteur. L'avant-dernière phase de la mission consiste à molletonner les parois verticales de la cage afin d'isoler les poussins du regard des prédateurs terrestres, comme les renards ou les animaux domestiques en vadrouille. Après 20 minutes de captivité, les poussins peuvent retrouver l'air libre. La moisson est prévue dans 2 jours. Une équipe de sauveteurs viendra alors finaliser la mission face, cette fois-ci, à l'énorme moissonneuse-batteuse. Nous voici immergés dans une immense serre high-tech de 27 000 mètres carrés. Ici, 6 millions de concombres sont produits chaque année en provenance de 77 000 plants cultivés hors sol. Contrairement à la serre biologique, on isole au maximum les cultures du monde extérieur pour que les ravageurs ne rentrent pas.
Mais comme la majorité d'entre eux sont millimétriques, il y en a toujours qui parviennent à se faufiler. En ce moment, au cœur de l'allée 32, des petits sournois sont en train de sévir. Une dizaine de feuilles jaunies sont recouvertes d'une fine couche de soie blanche, le signe indiscutable du tétranique tisserand, un acarien d'un demi-millimètre de long. Pour se nourrir, le tétranique plante son rostre dans les feuilles et assèche leurs cellules les unes après les autres. L'affaire est sérieuse. Les tétraniques se multiplient à une vitesse impressionnante et pourraient rapidement mettre en danger l'ensemble de la serre. Heureusement, une jardinière biologiste surveille les plants de concombres au quotidien, de façon à pouvoir traiter toute attaque dans l'œuf, de préférence sans produits chimiques. Pour contrer les tétraniques, la biologiste possède toujours dans ses réserves des troupes de combattants microscopiques qu'elle se procure auprès d'une société spécialisée. Les combattants en question sont des acariens prédateurs portant le nom de Persimilis. À peine libérés de leur caserne de plastique, ils n'ont plus qu'une obsession, quitter le support de granulés pour aller croquer du tétranique. Les prédateurs, couleur orange, sont 3 fois plus rapides que leur proie. Une fois les victimes sous contrôle, elles sont aspirées de l'intérieur. Chaque combattant Persimilis peut tuer quotidiennement 5 tétraniques adultes et une vingtaine d'œufs et de larves. Aujourd'hui, des dizaines d'espèces d'insectes assistants jardiniers sont reproduits en captivité avant d'être envoyés faire la guerre aux ennemis des cultures. Leur efficacité est telle qu'ils mériteraient d'être considérés comme des héros écologiques. Rien que dans cette immense serre, ils ont permis de réduire de 99% l'utilisation d'insecticides chimiques. Il est 16 heures. La moissonneuse vient d'entamer le flanc nord du champ de blé. Le nid des 4 poussins de busards cendrés n'est plus qu'à une centaine de mètres de la barre de coupe. Heureusement, 2 sauveteurs de la LPO sont prêts à intervenir. Dans la région, les premières moissons de céréales ont commencé il y a 2 semaines. Sans l'intervention des sauveteurs, les poussins et les œufs de busards cendrés n'auraient aucune chance de salut. Les nids sont difficilement localisables sans un examen ornithologique de qualité. Pour déranger le moins possible les habitudes de la famille busard, la cage est déplacée au dernier moment. Il ne reste plus qu'à redéposer le nid à l'endroit exact où il se trouvait avant la moisson. Dès que la moissonneuse aura quitté le champ, les parents busards reviendront nourrir leurs poussins, comme si de rien n'était.
Le second nid, lui, ne recevra la visite de la moissonneuse que demain matin. Deux mois ont passé. Les plants de maïs ont désormais atteint leur taille maximale. Le moment est idéal pour comparer l'impact des chenilles de pyrale dans les 3 champs en fonction des techniques utilisées pour les combattre. À force d'être creusées de l'intérieur, de nombreuses tiges ont effectivement fini par casser. Qu'en est-il du champ traité avec des insecticides chimiques ? Est-il exempt de toute tige cassée ? Apparemment pas. En fait, le traitement insecticide n'a fonctionné que sur les très jeunes chenilles, tant qu'elles trottent à l'extérieur de la plante. Une fois à l'intérieur du maïs, elles ne craignent plus rien. De nombreuses chenilles de pyrale parviennent donc chaque année à survivre aux épandages successifs. En comparaison, le champ traité par le drone présente nettement moins de tiges cassées. Les micro-guêpes trichogrammes tombés du ciel ont effectué un travail remarquable en traitant le mâle à la racine. Car 3 semaines après la ponte, les œufs de pyrale n'ont pas accouché de chenilles mangeuses de maïs, mais de trichogrammes adultes. Comment se porte le champ biologique de maïs ancien sans aucun traitement ? Des tiges cassées sont régulièrement présentes, mais pas plus que dans le champ traité aux insecticides. L'ensemble de la parcelle est saine et vigoureuse. Finalement, la solidité des tiges du maïs ancien vaut une saison complète d'épandage chimique que l'agriculteur bio n'a pas eu à financer. Dès 7 heures du matin, la moissonneuse est de nouveau en action dans le champ de blé. Aujourd'hui, il y a tellement de cages à déplacer dans les champs alentours qu'une seule volontaire de la LPO est disponible pour s'occuper du second nid de busards cendrés. Comme une personne seule ne peut pas déplacer la cage, une autre technique est mise en œuvre. Pour éviter que les poussins ne tentent de s'échapper quand la moissonneuse frôlera le nid, la cage est temporairement fermée. Quelques grammes de poussins face à une moissonneuse de 15 tonnes. Une belle victoire pour la protection des oiseaux remportée avec la collaboration de l'agriculteur, mais aussi un sauvetage utile à la bonne santé du champ, car chaque poussin sauvé est un futur agent anti-campagnol. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'affirmer que les animaux sauvages sont systématiquement des ennemis des cultures. Seule une minorité d'entre eux le sont, et encore, uniquement s'ils se mettent à pulluler. Aucun traitement chimique ne pourra jamais éliminer les ravageurs. Ils y sont d'ailleurs de plus en plus résistants, entraînant les cultivateurs dans une fuite en avant onéreuse et polluante. À l'opposé,
Les méthodes agricoles sans chimie confirment toutes que les animaux sauvages, s'ils sont suffisamment nombreux et variés, équilibrent entre eux leur population, y compris celle des ennemis des cultures. En favorisant la biodiversité animale, les méthodes alternatives démontrent au quotidien qu'une agriculture sans chimie est possible et qu'elle est rentable. Les animaux sauvages de nos campagnes ne sont donc pas qu'un amusement pour les amoureux de la nature. Ils s'inscrivent au contraire dans un cercle vertueux qui favorise la bonne santé des cultures et combat la pollution des aliments et de l'environnement. Jacques Morino, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On a eu le plaisir de visiter à hauteur de faune quelques parcelles de vos champs dans le documentaire, et notamment celle où, au lieu d'avoir une culture unique, vous créez une mosaïque de cultures. Est-ce que dès le départ, en fait, vous avez mis en œuvre une culture sans pesticides, dès que vous avez commencé ou pas? Non, je me suis installé en 83 avec un autre collègue et mon épouse. Et on a commencé, on sortait de l'école, on a commencé en agriculture conventionnelle, chimique, pendant 6-7 ans, mais ça nous a posé question beaucoup, quoi. Il y a eu des choses qui vous ont vraiment déplu ou qui vous ont alerté? Des maux de crâne, entre autres, Oui. dans les épandages de pesticides, un questionnement d'un type d'agriculture qu'on voulait faire autrement, mais qui nous embarquait un peu dans on a produit plus, mais on s'apercevait qu'on dépensait de plus en plus en produits chimiques, en intrants, et on a dit, on va faire autrement, il faut qu'on produise autrement. Vous disiez juste aussi que quand votre fille était née, il y a un truc qui vous a alerté. Ah oui, elle est née le 4 juin, c'est au moment des fongicides, des traitements fongicides dans les céréales, et je suis arrivé à la maternité, je sentais le fongicide, donc ça le faisait pas trop, quoi. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Non, ouais. Alors ça s'est passé comment ce passage à une agriculture sans produits chimiques? Progressivement? Oui. Vous avez commencé par une petite parcelle, vous avez fait comment? On a commencé en bio par des volailles et 15 hectares qu'on a essayé. Et en même temps, sur la ferme, on a divisé par 3 tous les intrants chimiques, en gros. Mais d'une façon assez rapide, parce qu'on voulait essayer un autre type d'agriculture. Et ça pendant à peu près 7 ans. On a oublié que la nature est pas trop mal faite, que le sol, c'est un milieu vivant qui permet de faire pousser des plantes. Donc on voulait essayer de retrouver ça, retrouver de l'agronomie, en fait, au niveau de l'exploitation. Et ça, on l'a fait pendant 6-7 ans. Il y a un exemple sur les coccinelles qui était important. Ah oui, alors en fait, on a voulu recréer un parcours gastronomique pour les coccinelles, Oui. d'avoir le gîte et le couvert, Oui. il fallait les deux, et du coup, planter des haies, parce que les coccinelles vivent dans les haies, l'hiver aussi dans les prairies, mettre de la prairie dans les îlots de culture, et partager les parcelles pour pas avoir plus de 6-8 hectares de la même culture dans la parcelle. Et à l'intérieur des parcelles, faire des mélanges. C'est-à-dire que c'est tout le maximum de biodiversité, en fait, sur l'exploitation. Vous l'avez appris, ça? Vous êtes formé sur le tas? Oh, c'est de la formation sur le tas avec les copains aussi. On n'était pas seuls. On était 15-20 à essayer de trouver un autre type d'agriculture. Et pas tous vos voisins? Ils disaient quoi, vos voisins agriculteurs traditionnels? Vous prenez pour des fous? Au départ, oui, un peu, oui. Au départ, ça a été assez critiqué. Et maintenant, plus de la moitié de l'exploitation va être en bio dans les années qui viennent, quoi. Et est-ce que vous avez pu constater, du coup, par exemple, depuis le début de ce changement, qu'il y a eu des moments où, chez vos voisins, donc qui faisaient l'agriculture traditionnelle, il y a eu des problèmes que, du coup, vous n'avez pas eu? Des problèmes qu'on n'a pas eu, c'est par exemple, depuis qu'on a arrêté les anti-limaces et tous les traitements, il y a des choses qui ont disparu sur la ferme. Et depuis qu'on met plus d'anti-limaces, on n'a plus de problème de limaces. D'accord. Et les autres continuent à en avoir? Oui, oui, oui. Et maintenant, vous formez un peu d'autres agriculteurs ou pas? Ça se passe Oui, comment? sur la ferme, on fait des formations pour les exploitants, pour les étudiants, mais on a misé plutôt de commencer par former les profs. L'INRA vient assez souvent sur l'exploitation pour voir comment ça se passe. Et donc les jeunes, ça les intéresse, cette nouvelle forme d'agriculture? Oui, moi j'arrive à la passation, j'arrive à la retraite. J'avais quand même la trouille du devenir de l'exploitation. Ouais, on a fait tout un chemin avec l'équipe qui était présente. J'avais un peu la trouille que quelqu'un casse tout à fait. Et c'est tout à fait l'inverse. Les 3 jeunes qui reprennent l'exploitation sont contents d'être là, sont contents du type d'exploitation et continuent dans le même principe. Ils feront sans doute pas tout à fait les mêmes choses, mais ils continuent dans le même principe.
Françoise Vernet, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez l'association Terre et Humanisme qui avait été fondée par Pierre Rabhi, considéré comme le pionnier, bien sûr, de l'agroécologie. Alors, ce qui ressort de ce témoignage, et ce qu'on voit évidemment dans le film, c'est que c'est très technique, en fait, l'agroécologie. C'est pas revenir à des pratiques d'un autre siècle, c'est quelque chose qui est technique et qui prend du temps. Je pense que pour aller dans le sens du témoignage qu'on vient d'entendre, on voit bien que c'est une agriculture qu'il faut réinventer et une agriculture qui, à la fois, n'est pas évidente puisqu'on n'a pas vraiment appris à comment collaborer avec la nature et à la fois nous apprend en fait au fur et à mesure à s'adapter. C'est vrai que de remettre de la vie dans le sol, c'est vrai que de faire des cultures associées, c'est vrai que d'optimiser, je dirais, avec du compost, d'optimiser, d'utiliser des semences paysannes, par exemple, tout ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend sur le terrain. Ça s'apprend avec des personnes qui peuvent être formées comme ce que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, nous, on a une formation d'animateurs en agroécologie qui, justement, accompagne des paysans, que ce soit en France, mais beaucoup aussi dans des pays comme le Mali ou le Burkina, pour leur transmettre, en fait, ce savoir-faire. Et les aider à vivre sur leur territoire et à vivre de cette agriculture. Alors, vous l'avez dit, des parcelles différentes qui sont plus petites et plus mélangées. Ça change le paysage quand même. Ah, complètement. On n'est plus du tout dans un paysage de 200 hectares cultivés en monoculture, sans haies, sans arbres, voilà, sans biodiversité. Souvent, les sols d'octobre à mars, moi j'habite pas loin de la Beauce, sont assez tristes. Là, l'idée, c'est vraiment de remettre du vivant, de remettre de la vie. Les meilleurs sols aujourd'hui, c'est dans les forêts. Quand vous allez dans les forêts, quand vous regardez la qualité de l'humus, c'est extraordinaire. Ça sent bon, c'est beau, c'est meuble. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment cet esprit aussi de polyculture, c'est-à-dire arrêtons de spécialiser. Il faut à la fois qu'il y ait des céréales, qu'il y ait du maraîchage, la Beauce, qu'il y ait c'est de l'élevage. plus uniquement les céréales. Voilà. Maintenant, on trouve de tout. Dans la Beauce telle que l'agroécologie l'a définie, c'est-à-dire pourquoi mettre en Bretagne des élevages, en Beauce des céréales et du maraîchage que dans le Lot-et-Garonne, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir de la biodiversité à l'échelle locale sur son exploitation. Alors le problème du rendement, parce que c'est quand même une question qui est toujours posée, c'est quand même moins rentable, dit-on. Alors moins rentable, ça dépend de quel point de vue en fait. Si on est du point de vue du salaire, quel salaire gagne un agroécologiste versus un exploitant agricole ? Bon, il y a des très bonnes études qui sont faites. Je ne vais pas vous dire qu'il gagne 3 fois le SMIC, c'est faux. En revanche, est-ce qu'un exploitant agricole qui n'est pas endetté pour tout ce qu'il a dû acheter, que ce soit ses tracteurs, ses intrants, etc., est-ce qu'il gagne plus ? Un agroécologiste, en fait, on ne lui paye pas les services qu'il donne non plus à la nature. C'est-à-dire qu'il recrée des sols, il permet une non-pollution de l'eau, il permet également le fait que les gens n'aient pas besoin de se soigner. Donc il y a aussi des externalités. On parle souvent d'externalités négatives dans l'agriculture conventionnelle qui ne sont pas prises en compte. Il faut tout faire rentrer en ligne de compte, en fait. Voilà, alors que les externalités positives en agroécologie ne sont pas forcément considérées. Pour vous, c'est rentable ? Oui, tout à fait. Ouais. À la fois, on est content le matin de se lever et de produire quelque chose où on est heureux de produire dans un environnement qui est préservé, et en même temps, économiquement, ça tourne bien, quoi. C'est correct. Franck Alétru, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes apiculteur en Vendée, vous présidez le syndicat national d'apiculture. C'est une passion chez vous parce que vous étiez pilote ? Oui, effectivement. Comment on passe de pilote à apiculteur ? En prenant un virage dans la vie, vous voyez, à 180 degrés et pas à 180 km/h. Ouais. Et on change complètement, mais c'était une petite graine qui était déjà dans mon esprit à l'âge de 16 ans. Et à un moment donné, j'ai décidé de changer de vie et d'être en communion totale avec la nature et l'environnement. Et il n'y a rien de tel que l'apiculture pour y être en communion totale, justement. Vous produisez quelle quantité ? Alors, on a une exploitation importante qui a 1500 ruches en production, 500 ruches qui servent à faire des essaims. On produit une 50aine de tonnes à peu près sur l'entreprise, et on en conditionne une 100aine. D'accord. Alors, on a vu une question effectivement qui est très relayée dans les médias. C'est la situation des abeilles dans notre pays qui est tout à fait alarmante. Le taux de mortalité est anormalement élevé ? Oui, alors effectivement, c'est un problème récurrent depuis plus de 20 ans, avec l'arrivée de nouvelles familles de pesticides extrêmement redoutables. On assiste de façon dramatique à un effondrement des populations. C'est-à-dire que c'est quoi les chiffres à peu près de la mortalité ? Là, justement, on est en train de faire des statistiques parce qu'il y a eu des pertes terribles cet hiver et ce printemps. On a des zones où il y a jusqu'à 70% de pertes. C'est quoi le taux normal ? Et un taux normal, c'est entre 5 et 10% selon les années. Donc on est extrêmement loin des chiffres acceptables.
Alors, c'est pas un problème spécifique à l'apiculture. Nous, on le voit parce qu'on les élève, ces insectes-là. Mais c'est toute la biodiversité qui disparaît. Mais c'est que les pesticides qui expliquent ça? Alors, majoritairement, comme tous les êtres vivants, ils ont des maladies, il y a des prédateurs, etc. Mais les abeilles étaient là avant l'homme. Hein. Donc, il y a des millions d'années. Ce sont nos mères. Hein. C'est grâce à elles qu'il y a cette biodiversité de fleurs, de fruits, grâce à la pollinisation, à la fécondation qu'elles assurent. Donc, les abeilles ont traversé des changements climatiques énormes, bien plus supérieurs à ceux qu'on a en ce moment. C'est réellement l'homme l'assassin. C'est la modernité de l'homme qui fait avec ces nouvelles techniques, et absolument techniques agricoles, qui sont extrêmement dangereuses. Et on le voit au niveau de la faune sauvage, puisque 80% de l'entomofaune, 80% des insectes ont disparu en 30 ans. Et là, personne ne les élève. Il n'y a pas d'indice pour le vérifier tous les ans, etc. Mais il y a une érosion phénoménale. Et ça a un impact sur la biodiversité. Et alors, beaucoup de gens, notamment les jeunes, n'imaginent pas du tout ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'abeilles, notamment dans nos assiettes. Alors effectivement, les abeilles représentent à peu près plus de 30% de notre alimentation au quotidien. 82% des plantes cultivées ou sauvages dépendent directement des abeilles. Et si on s'adresse à des jeunes qui ont une alimentation un peu hamburger, voilà, il resterait que le pain. Il resterait que le pain, il n'y aurait plus rien. Donc ce genre de message interpelle les générations très jeunes. Et on peut considérer qu'ils sont très réceptifs, les jeunes, à ce qui se passe en ce moment au niveau de la perte de biodiversité. Est-ce qu'on peut leur dire que la survie de l'homme dépend de la survie des abeilles ou pas? Oui, on aurait une réduction de notre variabilité au niveau de nos aliments qui obligatoirement amènerait des carences, amènerait de l'affaiblissement, amènerait des sensibilités à certaines maladies. Donc ce ne serait pas pas par la famine, mais par un dérèglement de notre résistance à tous les agents agresseurs, virus, etc. Voilà. Alors il y a quand même une bonne nouvelle. Le mois dernier, les États membres de l'Union ont interdit 3 produits insecticides jugés dangereux pour les abeilles sur toutes les cultures de plein air. Ça va quand même dans le bon sens de ce que vous voulez. Alors, tout à fait. Ça fait 20 ans qu'on se bat contre les néonicotinoïdes. C'est une très bonne nouvelle, effectivement. Ceci étant dit, ce n'est pas les seuls insecticides ou les seuls produits chimiques qui posent problème, puisque même des fongicides, qui sont des perturbateurs endocriniens extrêmement puissants, ne tuent pas directement les abeilles, mais vont altérer le développement des larves, des nymphes, donc vont avoir des effets délétères sur le développement des ruches ou des colonies d'abeilles, et vont effectivement avoir des effets très très dangereux. Donc on a encore beaucoup de choses à retirer. Oui, puis l'Union a encore quand même fait une petite réserve, puisque ils disent que l'interdiction va s'appliquer à toutes les cultures en plein champ, sauf pour les usages en serre, si les graines et les plants, je le précise bien, restent en abri fermé. C'était utile cette exception ou c'est pas la peine? C'est utile pour ceux qui ne savent pas travailler sans ces produits. Mais il y en a qui savent travailler sans ces produits, même sous serre. Et donc, on a fait une exception qui était, à mon avis, une exception en raison d'un manque de courage politique. Et, un début de courage qui n'est pas allé jusqu'au bout, quoi. Qui n'a pas été jusqu'au bout. On l'a vu il y a une dizaine de jours avec le glyphosate, où on a pu voir qu'avec une promesse donnée, on n'a pas le courage de le mettre dans un texte de loi. Les députés font confiance, a priori, à la bonne volonté, effectivement, mais pas au texte de loi. Voilà, c'est effectivement assez inquiétant qu'on puisse avoir 2 poids 2 mesures et qu'à un moment donné, les politiques, et c'est ce qui amène la défiance d'ailleurs en matière environnementale sur ces décisions, c'est la défiance de la société, des consommateurs, de se dire est-ce qu'à un moment donné, on aura un gouvernement qui aura réellement un courage pour prendre des décisions que la société attend. Les consommateurs ne rejettent le modèle maintenant. Il faut un autre modèle. Vous disiez, il faut s'attaquer à d'autres substances maintenant, à quoi? Alors, je vous citais tout à l'heure les fongicides, il y a aussi certains herbicides qui posent problème. Ceci étant dit, tout est chimie. C'est pas le mot chimie qui fait peur. Quand on vit, à chaque instant de notre vie, il y a de la chimie dans notre corps. Quand on mourra, il y aura de la chimie aussi. Tout est chimie. C'est la dose qui fait le poison. Avec des huiles essentielles, on peut tuer quelqu'un. Avec de l'eau pure, ça s'appelle le noyer, c'est la dose qui fait la... Donc on a beaucoup de produits qui posent problème, mais on pourrait garder une certaine panoplie, car même dans des produits dits bio, si on dépasse certaines doses, il peut y avoir des problèmes. Donc c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon d'intellectualiser la façon de protéger les plantes, les cultures, qui doit toujours se dire, est-ce que cette chimie, avec des guillemets, est-ce une chimie verte et durable? C'est ça qui est important. Donc il faut bien réfléchir aux impacts
D'accord, on protège la culture, mais qu'est-ce qui se passe après, quel que soit le produit? Qu'est-ce qui se passe dans l'alimentation, chez les humains? Voilà, c'est ça. L'alimentation, effectivement, c'est les consommateurs, finalement, qui vont influer beaucoup de choses. Pour vous, c'est eux qui ont le pouvoir en décidant un peu de ce qu'ils veulent manger, de la façon dont ils veulent manger? Ah, ils ont un énorme pouvoir, les consommateurs. Et c'est là on sent la tendance de fond actuellement d'un changement de comportement. Dans les magasins bio où la demande est telle actuellement qu'on a du mal, de toute façon, on a du mal à fournir en France à suffisamment de produits bio. Il faut beaucoup de conversions, il faut que d'autres agriculteurs se convertissent à la bio pour assurer l'approvisionnement des Français. Mais il y a un réel engouement depuis 4-5 ans. Hein. C'est impressionnant. Avant, on a eu des épisodes liés à la vache folle. Donc on avait un à-coup, tout d'un coup, ça se retassait après. Là, on a une lame de fond, malgré la crise économique, on a une lame de fond de gens qui veulent du produit bio. Et du coup, vous vous sentez soutenu dans ce que vous faites? Ah oui, soutenu par les gens, soutenu par l'image qu'on renvoie et que les gens nous renvoient quand on leur dit que la façon dont on produit, il y a un sourire des gens, il y a quelque chose qui nous soutient beaucoup. Pour vous aussi, les consommateurs ont un rôle très important à jouer? Le terme consommateur, je dirais plutôt citoyen. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le citoyen a réalisé qu'avec sa carte bancaire, il avait tout pouvoir finalement et que c'est vraiment, suivant là où il achète, qu'il soutient un modèle ou un autre. Quand on voit l'essor des circuits courts aujourd'hui, que ce soit les AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, que ce soit les boutiques à la ferme, où on a justement un certain nombre de producteurs qui se mettent ensemble, je pense que on peut pas le nier. Il y a une vraie envie. Nous, on accueille des citoyens tous les jours chez Terre et Humanisme et ils sont admiratifs, ils ont envie de comprendre, ils ont envie de mesurer les enjeux, de voir comment il y a une intelligence de la nature qu'il faut écouter et qu'il suffit de reproduire, en fait, en la respectant. Mais il faut qu'ils acceptent de manger autrement, éventuellement de manger moins souvent de la viande, de manger plus varié. C'est ça aussi qui est important. Exactement. L'idée, c'est pas de copier-coller le modèle, c'est-à-dire de dire je mange comme ça et aujourd'hui je fais exactement la même chose en bio. Je pense qu'on a suffisamment compris l'enjeu autour de la viande. Pour nourrir aujourd'hui le cheptel, il faut faire venir du soja. C'est du soja qui est cultivé en Amérique du Sud, donc ça n'a pas de sens. Donc on a écrit un livre qui s'appelle Manger moins et mieux de viande, parce que voilà, l'idée c'est vraiment de... Quitte à acheter de la viande, autant acheter de la viande produite localement, de bonne qualité. Manger moins souvent, voilà. Et du coup, financièrement, les consommateurs s'y retrouvent aussi. Exactement, c'est aussi de s'alimenter, par exemple, avec du riz et des lentilles. Aujourd'hui, en Inde, il y a des milliards de gens qui vivent comme ça, donc c'est tout un modèle à réinventer. Quand on nous dit les produits bio c'est cher, je suis pas d'accord, je partage pas ça. Je pense que c'est peut-être individuellement, mais en fait, dans le panier global, on s'y retrouve. Voilà, et puis surtout, c'est-à-dire que quand on achète en circuit court en bio, le producteur maraîcher, quand il vend 1 € un kilo de légumes, quand vous lui achetez en circuit court, il a 1 €. Quand il le vend en grande et moyenne surface, il va avoir 15 centimes. Donc, quel modèle on veut à côté de chez nous? Comment est-ce qu'on veut accompagner des gens qui travaillent et qui vivent de la terre? Est-ce que pour le miel, c'est pareil? Est-ce que si on veut manger du bon miel de bonne qualité, on en mange moins, mais on ne prend pas un miel pas cher? Alors effectivement, là, sur le miel, on voit qu'aujourd'hui, il y a du miel à deux niveaux. Hein, des miels qui sont avec une traçabilité extrêmement floue. Heureusement, là encore, l'Europe vient de prendre une décision très claire qui a décidé que nous ayons un étiquetage précis sur l'origine des provenances. Donc ça, c'est extrêmement important. Et au niveau de la qualité aussi, il y a des miels qui sont des miels, je dirais, industriels, qui sont fabriqués complètement. Qui sont moins chers. Et qui sont extrêmement à des prix tellement bas qu'on ne peut pas considérer que ça puisse être du miel, parce qu'il y a quand même un prix de revient minimum. Et là, il faut que les consommateurs s'en méfient. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il y a un rejet de ces produits premier prix et il y a une demande énorme justement d'aller à la source, d'aller chez l'apiculteur pour avoir une traçabilité et la garantie d'avoir un produit qui soit vraiment du miel. Et donc les consommateurs qui vont choisir de manger bio, c'est eux qui pourront sauver les abeilles? Avec sa fourchette, on peut changer le monde. Très bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission qui clôture notre saison du Monde en face. Je voudrais mentionner le livre de l'association Terre et Humanisme, le manuel des jardins agroécologiques. Soigner la terre, mieux nourrir les hommes, c'est aux éditions Actes Sud. Il va être possible de revoir évidemment les 2 documentaires, La face cachée du Biolocauste et Le petit peuple des champs. Et puis notre débat évidemment sur le site France TV. Moi je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles émissions du Monde en face. D'ici là, passez un excellent été et en attendant une très bonne soirée. Au revoir.